général et avec moi et la personne des services de police. Et nous allons animer ce webinaire aujourd'hui. Avant de commencer notre séance, il y a quelques points d'intendance. Pour les participants qui écoutent en français, merci de cliquer sur Floor sur le côté en bas à gauche de votre écran et sélectionnez ensuite Français. Afin de voir les présentations et de les suivre en anglais, merci de cliquer sur le mot Présentation sur le côté gauche de votre écran et de les suivre en anglais. Merci de cliquer sur le mot Présentation sur le côté gauche de votre écran. Pour suivre avec la présentation en français, téléchargez la version française de la présentation en cliquant sur le mot Document sur le côté droit. N'hésitez pas à télécharger les présentations dans les deux langues. Vous pouvez les trouver en cliquant sur le mot Document à droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour nous envoyer vos questions, merci d'aller dans la barre Outils à droite et cliquer sur le mot Messages et ensuite Participants. Vous tapez ensuite votre question. Vous pouvez nous envoyer vos questions à tout temps durant le webinaire. Si vous regardez ce webinaire en groupe, merci de bien vouloir entrer le nombre de participants dans votre groupe en cliquant sur l'icône Message et ensuite Participants. Nous allons maintenant commencer notre conversation. Je parlerai tout d'abord et ensuite l'agent Sisk parlera, l'agent détective. Le sujet de la présentation de ce jour est le cyberintimidation et le sextage. Nous allons vous donner des conseils pratiques aussi. Vous vous souvenez peut-être d'avoir vu il y a quelque temps cette vidéo. Au final, de nombreux événements qui incluent une portion de cette vidéo que vous venez juste de voir. Cela a résulté en un groupe de travail qui a été déterminé par le gouvernement fédéral pour revoir la loi en fonction des actions spécifiques, en fonction de ce que nous comprenons comme la cyberintimidation. Et plus précisément, si vous ne connaissez pas bien cette vidéo d'introduction, c'est que l'infraction a eu lieu après 2 événements très médiatisés de suicide de jeunes femmes qui ont ôté leur vie une fois que des images intimes d'elles-mêmes ont été partagées sur l'Internet sans leur consentement. En final, de telles actions ont eu la conséquence de l'introduction du projet de loi C-13 qui s'appelle la loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité et qui est entrée en vigueur le 10 mars 2015. Le ministère de la Justice à l'époque, l'honorable Peter MacKay, a fait certains commentaires des préoccupations qui sont touchées par l'introduction de ce projet de loi C-13. Il y avait évidemment des préoccupations et un intérêt de combler la lacune au niveau juridique dans le code pénal. L'honorable Peter MacKay, comme il l'a expliqué alors, en expliquant le concept de cyberintimidation.
Suite aux nombreux suicides d'adolescents dans les années passées, la préoccupation de l'honorable Peter MacKay était dans un contexte non criminel à l'origine, c'est-à-dire que l'élément de consentement a été considéré en fonction de cette diffusion d'images intimes. En principe, ces images intimes étaient prises d'une façon consensuelle dans un cadre privé. Consensuel dans un cadre privé. Nous mettons de côté toutes les images qui pourraient être considérées de la pornographie juvénile qui sont soumises au code pénal. Mais dans notre cas, ce n'est pas de la pornographie juvénile. Ces images seraient ensuite mises en ligne de façon numérique dans le contexte d'une relation qui aurait pris fin ou qui serait en train de partir en broutille. Et dans certains cas, la personne qui a le contrôle de ces images le fera d'une façon revancharde et partagera ces images avec des parties tierces sans le consentement de la personne représentée dans les images. Et ceci est connu quelquefois comme nous allons aller un petit peu de l'avant. Ce qui s'est passé en finale, c'est que la section 162.1 alinéa 1 du Code pénal comble la lacune par rapport au vide juridique au niveau de la distribution des images intimes sans le consentement de la personne représentée sur les images. Dans certains cas, au tribunal, nous avons compris le but de cette législation en particulier, surtout dans un cas qui s'appelle AC, entre parenthèses 2017, OJ numéro 2867, est un tel exemple. Et surtout, au tribunal, la section 1 rassemble de nombreux comportements. Là, cela peut considérer seulement une image, plusieurs images. Cela peut aussi inclure des images qui sont partagées avec une seule personne, que ce soit par texte ou par courriel. Cela peut aussi impliquer une image qui serait envoyée à différentes personnes. Et même si c'est le cas, quelquefois, l'image est téléversée dans un forum en ligne et quiconque peut y accéder. La préoccupation principale, c'est la vie privée, l'intimité et la capacité pour une personne de pouvoir contrôler l'accès aux images d'eux-mêmes dans la vie privée. Une image intime est prise en fonction des circonstances, par exemple dans le cadre d'une relation romantique. Mais la vie privée d'une personne est dans ce cas-là bafouée lorsque la distribution de ces images est faite sans son consentement. Et surtout dans le contexte où cette image est de ce fait disponible à un grand nombre d'individus. Dans ce cas-là, c'est une violation de la vie privée. Donc, si l'on considère les différents points de la section 162.1 alinéa 1, qui se penche sur cette notion de cyberintimidation? Les éléments de la section sont que quiconque qui sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d'une personne ou qui en fait la publicité. Et les mots utilisés reflètent
les autres délits criminels qui relatent à l'exploitation en ligne des enfants, l'exploitation sexuelle, bien sûr. Une personne qui utilise l'image intime de la personne tout en sachant que la personne sur l'image n'a pas donné son consentement, ou si le distributeur est inconsidéré et se moque pas mal du consentement de la personne par rapport à ses actions. Et dans ce cas-là, on dit son action, la distribution, la transmission, de rendre disponible, de faire la publicité. Donc, dans ces cas-là, on tombe sous la coupe du alinéa 1. La section 2 décrit plus précisément ce qu'est une image intime. Par souci de clarification, une image intime en fonction de la section 162.1 inclut un enregistrement visuel d'une personne par tout moyen. Cela veut dire une photo, un film, une vidéo, un enregistrement qui est A. La personne y figure nue, expose ses organes génitaux, sa région anale, ses seins, ou qui se livre à une activité sexuelle explicite. Et on n'a pas besoin d'avoir tous les éléments, et c'est pour ça que nous insistons sur avoir tous les éléments, et c'est pour ça que nous insistons sur le mot « ou ». B, lorsque au moment de l'enregistrement, il y avait des circonstances qui donnaient une attente raisonnable à un respect de la vie privée. Donc, dans ces cas-là, l'action de l'enregistrement de la prise de photo était consensuelle au sein de la relation intime. Et c'est si la personne a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l'égard de l'enregistrement au moment de la perpétration de l'infraction. Donc, ces trois parties forment l'alinéa 2 de la section, l'alinéa 2 de la section, ce qui est la définition d'une image. La dernière partie de cette section 162.1 sont les alinéas 3 et 4. L'alinéa 3 inclut le fait que l'exception du bien public, qui est aussi présente dans les lois concernant l'obscénité, c'est-à-dire que nulle personne ne peut être déclarée coupable sous cette section si la conduite a servi le bien public et n'a pas outrepassé ce qui a servi celui-ci. Donc, c'est-à-dire, nous parlons ici de l'exception du bien public. Et en dernier lieu, l'alinéa 4 indique que dans le but de l'alinéa 3, au bien public ou pas. Et qu'est-ce que la conduite fait ou pas? Qu'est-ce qu'elle a outrepassé? Ce qui a servi le bien public. C'est une question de fait. Et ensuite, les motifs du prévenu, tout en conservant à l'idée le concept de l'exception du bien public. Les motifs, dans ces cas-là, ne sont pas pertinents. Donc, si l'on considère cette section, il y a des caractéristiques importantes, des caractéristiques assez uniques. Tout d'abord, au niveau des éléments. Les éléments reflètent les différentes composantes de l'infraction traitées par la section 162 dont nous avons déjà parlé. Donc, le prévenu a fait quelque chose par rapport aux images. L'image était une image intime. En fonction de la définition que nous vous avons donnée, il y a un défaut de consentement et le prévenu était au courant ou s'en soucie peu.
au niveau des caractéristiques intéressantes qui sont incluses dans la définition de cette section. C'est l'explication très claire de ce qu'est une image intime. Comme il a été indiqué, il y a une notion de bien public, de défense fondée sur le bien public. Cela reconnaît aussi le concept de la protection de la vie privée. Ce qui est différent dans ce délit, même si les mots choisis touchent et sont similaires aux mots utilisés à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, par exemple, il n'y a pas de notion d'âge qui soit inclue dans cette section, contrairement aux crimes de pornographie juvénile où la personne sur les images doit avoir moins de 18 ans. Il y a d'autres éléments intéressants dans cette section 162. C'est au niveau de la détermination de la peine. Il n'y a pas de peine minimale obligatoire qui soit associée avec une condamnation dans cette section, comme il est le cas avec de nouveaux délits, plus particulièrement celles qui sont liées à la pornographie enfantine. Bien que certains de ces points font l'effet d'une discussion au niveau fédéral, la déclaration de culpabilité par procédure sommaire de 12 mois. Et s'il y a une mise en accusation, le maximum sera de 5 ans. Il n'y a aucune ordonnance pour cette section en particulier. Et c'est la même chose au niveau de l'ordonnance 161. Cependant, la section a aussi des éléments de l'ordonnance de la section 161 sous l'alinéa 1 de la loi 162.2. Et qui se penche sur les mêmes préoccupations que la section 2 autorise la confiscation du dispositif qui peut être confisqué par la police pour conserver les images en question. Et en dernier lieu, il peut y avoir une ordonnance de dédommagement pour les coûts associés à l'enlèvement de l'image, que ce soit en ligne ou dans un appareil électronique en fonction de l'article 738 du Code pénal. La section 162.1 est assez nouveau au niveau des infractions dans le Code pénal. Le tribunal le reconnaît dans JTB 2018 OJ numéro 2018. OJ numéro 2018. Le tribunal, dans le cas de JTB, comprend la préoccupation sous-jacente à 162.1 et en particulier l'impact de la diffusion d'une image ou de plusieurs images sur l'Internet. Et surtout, l'incapacité totale de contrôler d'une façon ou d'une autre la diffusion de ces images une fois qu'elles sont téléchargées et qu'elles sont disponibles sur le web, en ligne. Et ceci se ressent dans les effets psychologiques subis par la personne. Sont rediffusés, peuvent être vus à l'infini. La même préoccupation est expliquée dans différents cas
qui ont été jugés après 2013. Il est le cas avec toutes les infractions qui sont liées à l'exploitation en ligne des enfants. La dénonciation et la dissuasion générale demeurent les buts primordiaux de la sentence relativement aux crimes visés par l'article 162.1. En dehors d'autres déterminations de peine, la dénonciation et la dissuasion doivent être vraiment des points sur lesquels le juge insiste. Peine. La dénonciation et la dissuasion doivent être vraiment des points sur lesquels le juge insiste. L'une des préoccupations et ce qu'on doit considérer au niveau des conséquences sur la victime, c'est la traumatisation répétée subie par la victime alors que les images sont en ligne. J'ai sorti un extrait d'une déclaration de la victime de notre tribunal. Cette victime en particulier a su articuler très bien qu'est-ce que les traumas à répétition, alors qu'elle est au courant que sont disponibles sur l'Internet à perpétuité et de façon infinie. Le tribunal explique que sa présence en ligne ne peut être contrôlée, elle est incontrôlable et elle est toujours là-bas et on ne peut revenir en arrière. Fin de citation. C'est quelque chose qui la suivra pendant le reste de ses jours. Fin de citation. Cela a eu des effets au niveau de la dignité, de l'amour-propre de cette plaignante, bien sûr. D'essayer de comprendre le concept que des gens qui ne la connaissent même pas puissent faire des gestes de gratification sexuelle suite à sa propre le fait qu'elle est bafouée. Très souvent, elle voudrait disparaître et devenir invisible. Et que quand elle rencontre des gens, elle se demande si eux aussi auraient vu son image en ligne. Donc, cela explique simplement l'amplitude des conséquences pour les effets et de ces effets permanents et continus. La nature permanente et continue, le manque de prévention et le sentiment d'avoir été complètement bafoué pour cette victime et les autres victimes dont la vie privée ont été touchées sont des concepts qui sont bien sûr reconnus par les tribunaux. Je vous ai indiqué plus tôt ce qu'était la prohibition, l'interdiction de l'article 162.2 ou pourquoi cet article en particulier est c'est-à-dire qu'il y a une version de l'article 161 qui a été inclus à l'article 162 et les mots utilisés, vous les voyez à l'écran juste maintenant. Et cela explique que visant les 20 prochaines années ou une période plus courte, selon les ordonnances du tribunal, il y aura une interdiction quant à l'utilisation de l'Internet ou d'autres réseaux numériques, sauf les exceptions qui sont expliquées. Surtout, c'est expliqué dans 61, alinéa D. C'est expliqué dans 61, alinéa D, qui concerne des comportements. Les comportements en ligne et au niveau des interactions en ligne.
un cas récent de la Cour supérieure de justice de l'Ontario et le cas Jonah, qui est une citation de 2019 OJ numéro 1342. Cela concerne les effets psychologiques. Le tribunal, dans ce cas précis, a utilisé des mots vraiment forts. Ceci n'est pas un cas 162.1 en particulier, mais le tribunal a tenté d'expliquer, et il le fait assez bien, les effets psychologiques de la circulation en ligne ou de la diffusion en ligne d'images intimes ou de vidéos. Et il est bien compris que le cycle de recirculation des images, une fois que cela a été téléchargé, c'est difficile à faire. Donc, le préjudice est perpétuel et permanent. Comme je vous l'ai expliqué, ceci est un cas de pornographie juvénile. La victime souffre de blessures qui sont constamment rouvertes et des préjudices qui peuvent subsister pendant des décennies. Et encore, on parle du contexte, du concept de redistribution et de l'impossibilité de contrôler l'image une fois qu'elle est en ligne. Contrôler l'image une fois qu'elle est en ligne. Fonction des images intimes lorsque la victime est identifiée, mais surtout une tendance, c'est l'incorporation des déclarations des victimes dans les poursuites civiles au moment de la détermination de la peine et surtout le paragraphe 722.2 alinéa 1 qui explique que non seulement la victime peut être identifiée lors du délit en ligne, et que les différentes fonctions de ce paragraphe doivent établir une déclaration des conséquences de la communauté pour savoir les effets sur la communauté en résultant de cette infraction. C'est surtout dans le contexte de la 162.1. Les préoccupations des communautés, quelquefois, ont comme résultat des conséquences vraiment très sérieuses. Par exemple, les suicides. Alors qu'il y a un délit de cyber-intimidation, surtout dans les cas où la victime est jeune, que c'est une jeune personne ou un enfant, ou lorsque la personne est vulnérable et dont on utilise les images intimes, comme par exemple dans le cas du porno-vengeance. Et les conséquences de ces actions sur la collectivité lorsque des membres vulnérables sont touchés par de telles infractions. Une telle déclaration de victimes dans la communauté a été établie dans le cas de Jonah qui a été mentionné tout à l'heure. La Cour a plus particulièrement reconnu que ces déclarations, et encore une fois, je parle des déclarations de la communauté, qui insistent surtout sur les conséquences profondes et durables dans la collectivité. Et donc, ce que nous voulons, c'est que la société comprenne bien les conséquences psychologiques à long terme de la diffusion d'une image intime sur l'Internet de façon perpétuelle.
la déclaration de la victime et la déclaration de la communauté permettent de comprendre les conséquences sur les personnes, sur les particuliers, au point où quelquefois les conséquences sont justement fatales. Maintenant, je vais passer la parole à l'agent détective Sisk. Maintenant, je vais passer la parole à l'agent détective Sisk. Et ensuite, nous nous penchons sur les questions que vous nous avez fait parvenir. Je voudrais revoir certaines définitions, que nous soyons tous à la même page et que nous comprenions bien la même chose. Voici quelques mots que j'ai sur l'écran qui nous proviennent du Centre canadien pour la protection de l'enfance, qui est à Winnipeg, au Manitoba, et qui est une organisation non caritative nationale qui se penche sur la sécurité des enfants. Il parle de sextage, l'auto-exploitation juvénile, le fait pour une jeune personne de créer, de transmettre des bavardages sexuels qui sont consensuels en principe. La sextorsion a lieu lorsque une personne menace d'envoyer une photo, une vidéo intime de la victime à d'autres personnes si elle refuse de payer ou de fournir d'autres photos, etc., à contenu sexuel. Les conséquences pourraient être de téléverser les images qui ont été partagées auparavant ou de donner des informations intimes que les personnes auraient été partagées par l'Internet ou des comptes sur les médias sociaux, où la victime aurait des contacts, bien sûr, avec leur famille ou des amis. Donc, c'est comme une extorsion sexuelle. Ensuite, nous avons la cyberintimidation, qui est une forme d'intimidation extrême qui cible les jeunes de façon répétée. C'est abusif et c'est destiné à causer du tort à une autre personne. La répétition n'est pas obligatoire pour que ce soit considéré comme de la cyberintimidation parce que, encore une fois, c'est une définition qui nous provient du Centre canadien. Mais très souvent, il y a aussi le partage d'une image sexuelle. C'est très souvent aussi combiné. Et de ce fait, les conséquences sur la victime sont immenses. D'autres formes de cyberintimidation peuvent être d'envoyer des messages humiliantes ou embarrassantes, de créer un site web pour se moquer des autres, en utilisant leur nom, bien sûr, de menacer une personne, de révéler des informations privées et de les envoyer à d'autres personnes. Pourquoi est-ce que cela arrive à nos jeunes? Le Centre canadien a identifié 3 raisons principales. J'aimerais aussi y inclure le développement du cerveau, où en fait c'est l'amygdala contre le cortex préfrontal. L'amygdala se développe très vite alors que le cortex préfrontal se développe beaucoup plus tard, jusque au milieu des années, affecte le jugement, bien sûr, et les comportements. Donc, on peut comprendre que le cerveau d'un adolescent fonctionne complètement en fonction de l'amygdala. Et ils y répondent de façon rapide, impulsive, émotionnelle, à cause de la formation du cerveau. Donc, gardez cela à l'esprit. Donc,
sextage peut être au niveau romantique ou juste des expérimentations sexuelles. Et pour être franc avec vous, voici comment nos jeunes explorent leur sexualité de notre temps. Quelquefois, c'est au lieu de la relation sexuelle, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire du sextage comme ça et ils évitent le risque d'une grossesse ou de contracter un maladie transmissible, par exemple, ou pour conserver leur virginité. Quelquefois, le sextage arrive même avant le départ d'une relation. Cela peut être envoyé par une personne à une autre et cela démarre la relation romantique. C'est très courant dans les relations entre les jeunes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est très courant que ces images soient distribuées, diffusées après qu'il y ait une rupture au niveau de la relation. Donc il y a vraiment un problème parce que nos jeunes ne comprennent pas le sérieux de leurs gestes. Par exemple, le petit copain a reçu des images de sa petite amie. Il voudrait les afficher, les montrer à ses amis. Cela arrive assez fréquemment. Mais cela arrive aussi d'une façon beaucoup plus malicieuse dans la tentative de faire du mal à une personne qui a osé rompre avec eux. Une autre raison pour laquelle nos jeunes font du sextage, c'est le besoin d'attention. Tout d'abord, c'est un jeune qui a besoin d'attention non par leurs propres images, mais en utilisant les images d'autres jeunes. Ce sont donc des images qu'il aurait récupérées soit par des amis, soit qu'ils auraient pris lui-même ou elle-même, qui leur permettent de se moquer des personnes ou pour être reconnu par ses pairs d'être drôle et de devenir quelqu'un de populaire à l'école. Une autre façon, c'est qu'un jeune prenne des photos d'eux-mêmes et s'auto-exploite en ligne même. Nous avons déjà vu des jeunes qui ont développé des sites web ou des comptes de médias sociaux en leur nom, avec leur âge, leurs photos. Et c'est dans l'intention de partager des images avec des gens. Une troisième raison pour laquelle il y a le sextage, c'est que ce sont la coercition. C'est-à-dire qu'une personne jeune peut être pressurée, forcée à envoyer des images. Que si la personne n'envoie pas une image, dans ces cas-là, la relation va se terminer, le petit ami partira, ou qu'au contraire, on mettra une autre image en ligne. D'autres circonstances de coercition, c'est si, par exemple, la personne est en état d'ébriété lors d'une fête et qu'ils ne sont pas au courant que des vidéos sont prises alors qu'ils sont intoxiqués ou qu'ils sont en train d'avoir un rapport sexuel peut-être dans une salle de bain ou dans un vestiaire et que les images sont ensuite diffusées sur les médias sociaux. Les images et les vidéos du sextage, quels sont les points communs? Quels sont les problèmes? La plupart sont les images et les vidéos du sextage. Quels sont les points communs? Quels sont les problèmes? La plupart sont
reprennent les définitions des pornographies juvéniles, que ce soit dessiné à la main ou par un ordinateur ou une photographie. C'est l'image, la représentation d'une personne qui a moins de 18 ans et que cette personne est présentée ou est vue alors qu'elle se livre à une activité sexuelle explicite. Une autre partie serait que la caractéristique de l'image est faite dans un but sexuel et même que l'on peut voir les organes sexuels, la région anale, etc. Bien sûr, les organes sexuels, on peut avoir aussi des mots écrits, on peut avoir des audios, des conversations sexualisées qui peuvent aussi être considérées comme de la pornographie juvénile. En gros, tout ce qui touche à l'abus sexuel des jeunes et des enfants peut être défini comme de la pornographie juvénile. Le leurre d'un enfant, c'est quand on utilise un appareil de communication pour communiquer avec une personne de moins de 18 ans pour qu'il croie telle ou telle personne en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153.1, c'est-à-dire encore une fois que les enfants aient 14, 16, 18 ans. Ce serait pour faire par exemple de la pornographie juvénile, ce serait pour avoir un rapport sexuel avec la personne, pour s'impliquer dans des actes indécents avec un enfant. S'impliquer dans des actes indécents avec un enfant. C'est pas toujours la personne un petit peu louche qui est dans un camion et qui vient sur le trottoir à côté des enfants et qui demande à l'enfant de monter. C'est souvent un préjugé. Là, on parle du leurre par les télécommunications. Cela peut inclure toutes les personnes. Cela peut être une personne qui est en train de suivre un enfant ou cela peut être aussi des enfants. Il y a aussi des enfants qui ont essayé de leurrer d'autres enfants, bien sûr. Donc, comment est-ce que la police de Toronto réagit à ce moment-là? Voici un petit peu des lignes directrices par rapport au Centre canadien pour la protection de l'enfance. Ce sont des sites sexuels de la vidéo, de l'image, ou si l'enfant, la personne sur l'image porte un bikini ou des sous-vêtements par rapport à une vidéo de rapport sexuel explicite. L'autre partie, c'est au niveau de l'acte. Est-ce qu'il y a consensuel? Est-ce que ce jeune ou cet enfant est au courant que la vidéo ou la photo a été prise? Donc, il faut s'assurer qu'il y ait eu un consentement. Est-ce que la vidéo soit faite, que le rapport sexuel était consensuel aussi, et aussi la nature de l'image. Ensuite, on considère pourquoi il y a eu diffusion de cette image ou de cette vidéo en ligne. Est-ce que c'était une réaction impulsive? C'est quelqu'un qui a seulement réagi pour obtenir de l'attention ou est-ce que quelqu'un qui a fait ceci d'une façon calculée, d'une façon malicieuse, pour faire mal, pour créer des dommages à une autre personne? Et en fonction de l'intention, on considérera notre réaction. Ce que nous considérons aussi, c'est l'étendue de la distribution. Est-ce que le rayon de diffusion est une seule personne, plusieurs ou moins? Ensuite, une fois qu'on a établi si c'est vraiment de la bêtise ou de la malice, on saura de quelle façon aborder la chose et la façon dont nous allons ouvrir notre enquête d'un point de vue policier. De faire des déclarations ou de faire des mandats ou est-ce que ce sera seulement un moment d'apprentissage pour l'enfant et sa famille? Apprentissage pour l'enfant et sa famille. Et en tout temps, il faut qu'il y ait de l'éducation, que ce soit pour le jeune qui soit touché, dont l'image a été prise et téléchargée, et aussi pour la personne qui a fait le crime.
Et on va s'assurer aussi que les images soient toutes effacées des différents appareils et l'on préviendra toutes les personnes qui sont impliquées afin qu'ils soient bien au courant que les images qu'ils ont en leur possession est considérée comme de la pornographie juvénile et que s'ils diffusent cette image, ils pourraient être accusés avec la diffusion de pornographie juvénile ou le partage d'images intimes sans consentement. Non, c'est un cas policier vraiment très sérieux. Il peut y avoir des accusations criminelles qui soient portées. Et il y a bien sûr un rapport policier. Il y aura une note au casier criminel. Donc, c'est quelque chose qui restera dans le futur. Et donc, si le cas se passe une fois encore, cela ne sera plus une question d'éducation. Il y aura une accusation. Pour les enfants, oui, c'est quelque chose qui les dévaste de savoir qu'il y a les images en ligne. Et on sait aussi que souvent les jeunes se lancent dans des comportements risqués à cause d'autres problèmes qu'ils ont. Et dans ces cas-là, il faut aller à la racine du problème pour les aider à résoudre ces problèmes et éviter qu'ils aient des problèmes plus en avant dans le futur. Il y a par exemple de jeunes hommes qui ont peur d'avouer leur homosexualité avec les amis et la famille. Et donc, ils parlent avec des personnes qui ont le même pensée. Donc, il y a des jeunes dans ces cas-là qui vont sur des sites de rencontres adultes, qui parlent avec des adultes et qui partagent des images intimes avec elles. Donc, dans ces cas-là, cela part en spirale. Au niveau des accusations, il n'y aurait pas des accusations de cyberintimidation ou sextage, mais on leur dit que cela considère la pornographie juvénile et qu'il ne faut pas diffuser les images sans le consentement, qu'il ne faut pas que le leur est interdit, même s'il y a un problème de cyberintimidation et que ce sont des actions dans une position où vous gérez des jeunes et que vous essayez de les aiguiller sur la bonne voie. Nous essayons de dire d'une façon proactive, c'est de ne pas donner d'identificateurs d'eux-mêmes sur les médias sociaux et leurs comptes. Par exemple, de ne pas utiliser leur véritable nom, leur véritable date de naissance, adresse, âge réel, etc. et de ne pas montrer leur visage sur les photos et les profils des médias sociaux. Nous leur demandons de régler les paramètres de sécurité au plus élevé afin que le public au sens large ne peuvent accéder à leur compte et qu'ils ne peuvent recevoir des messages par des étrangers. Nous espérons aussi, nous les encourageons à être suivis sur leur compte de médias sociaux seulement par des gens qu'ils connaissent vraiment et ne pas accepter les demandes d'étrangers. Il est aussi important de retourner aux sources, à la base, et de leur parler des empreintes numériques qu'ils laissent derrière eux et que chaque image qu'ils mettent, que chaque mot qui est envoyé, c'est pour toujours, qu'ils ne peuvent défaire ce qui a été fait. Ils ne peuvent revenir sur le passé, que cette image ou cette conversation, que ce message peut être pris en photo, peut être redistribué. Donc en fait, qu'ils n'ont aucun contrôle une fois que les mots ou que l'image était envoyée, qu'il risque d'y avoir des conséquences graves pour eux plus tard, que ce soit au niveau académique, que ce soit dans leur vie, que ce soit au niveau de leur emploi même plus tard. Je pense qu'on avait tout ici. Voici autre chose dont on veut vous parler, une relation saine par rapport à une relation malsaine. Il y a beaucoup de documentation sur le site, le Centre canadien, qui ont des documents
conçus en fonction des âges pour qu'une personne comprenne bien ce qu'est une relation amoureuse et saine plutôt qu'une relation malsaine, une relation de contrôle. On veut parler aussi de façon très proactive avec nos jeunes. À qui est-ce qu'ils peuvent parler? En qui est-ce qu'ils ont confiance et à qui ils pourraient parler? C'est leur réseau de sécurité n'inclut pas toujours les parents. Donc, il nous faut vraiment les encourager à parler dans ces cas-là à leur professeur ou à quelqu'un en qui ils ont confiance. Toujours les parents. Donc, il nous faut vraiment les encourager à parler dans ces cas-là à leur professeur ou à quelqu'un en qui ils ont confiance, que ce soit un tuteur, un mentor, un entraîneur. Voici une liste de certaines ressources en ligne. J'ai une autre liste que je serais ravi de partager avec vous après le webinaire. Ce n'est pas une liste complète, c'est certain. Et si vous avez aussi des liens Internet que vous pouvez nous envoyer qui ne sont pas inclus ici, j'apprécierais également. Voici des documents d'éducation qui nous viennent du Centre canadien pour la protection de l'enfance. Certains de ces documents et de ces brochures peuvent être téléchargés sur le site web. Vous pouvez aussi les commander en ligne. Et que les jeunes et les parents soient bien au courant et comment ils peuvent rapporter quelque chose sur le site web qui sont vraiment importants pour les jeunes et pour les parents, parce que les parents souvent sont moins experts, moins à l'aise avec les ordinateurs. Je pense que maintenant on pourrait prendre des questions. Nous avons un petit peu de temps. Je voudrais aussi ajouter un point à, à discuter avec les parents au niveau d'un incident de sextage et qu'il faut faire attention, c'est-à-dire peut-être d'établir des nouvelles règles à la maison au niveau des téléphones mobiles. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des vérifications aléatoires du téléphone mobile et que l'enfant utilise aussi son téléphone dans les lieux communs de la maison et qu'il ce soit une règle qu'il n'y ait pas d'ordinateur dans la salle de bain ou dans la chambre. C'est mon expérience et l'expérience de ma division policière. C'est qu'on a vu des vidéos d'exploitation qui sont faites dans les salles de bain avec le frère ou la sœur qui essaye de rentrer. Donc, si les règles, évidemment, à la maison ne peuvent garantir d'autres incidents, mais il est mieux de prévenir que guérir et elles peuvent aider. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, merci pour votre temps. Je vous rappellerai si les enfants sont connus par les adultes ou par des étrangers. Par rapport à cette question, nous n'avons pas de statistiques. Nous n'avons pas de statistiques. En tout cas, je ne les ai pas. Je ne pourrais pas vous dire si c'est plus l'un ou l'autre, des étrangers ou des personnes connues. Mais au niveau de la jurisprudence, la question est, pardon, est-ce que les personnes en ligne sont connues de l'enfant ou pas? L'un ou l'autre, c'est très courant. Donc, il peut y avoir un cas où l'adulte connaît un peu l'enfant. Il y a des cas où l'enfant peut avoir des réglages privés en ligne
qui sont plutôt ouverts et qu'un adulte a réussi à regarder leur identité en ligne et puis ensuite de se présenter en tant que personne qui est intéressée. Certains adultes se présentent comme des caractères complètement fictifs en ligne afin de développer une relation avec un enfant. Et dans ces cas-là, même de les tromper, de dire que l'enfant connaît la personne avant ou pas, on ne peut pas le dire, non. La question est au cas de cyber-intimidation, de sextortion avec les jeunes, est-ce que souvent ce sont des garçons qui exploitent les filles ou l'inverse, etc. Je pense au niveau des incidents de sextage lors d'une relation garçon-fille. C'est souvent le garçon qui les envoie. Mais au niveau de l'exploitation, qu'est-ce que c'est passé? Cela peut être des garçons qui exploitent les garçons, les filles qui exploitent les filles. Enfin, je n'ai aucune statistique concernant cela. Comment est-ce que vous pourriez conseiller les enfants sans rapporter? Comme je vous l'ai dit, ils peuvent faire un rapport à une personne en qui ils ont confiance ou sur un des sites web où l'on peut rapporter de façon anonyme au niveau des cyber-conseils, cyber-tips, etc. La question suivante est ensuite, est-ce que le code pénal suit la même définition pour le sextage, cyberintimidation, etc., que les définitions que vous avez fournies aujourd'hui? En clair, le code pénal ne définit pas ces termes en particulier. Il n'y a pas de délit criminel qui s'appelle cyberintimidation, sextorsion ou sextage ou quoi que ce soit comme cela. Il y a des délits qui sont connexes. Ceci inclut l'extorsion, par exemple, mais c'est un terme plus large. Il y a d'autres délits qui sont liés à la pornographie juvénile, le harcèlement criminel, qui peuvent aussi, on en a parlé aujourd'hui. Donc, il est beaucoup plus le fait que ces cas sont inclus dans des cas criminels plus larges. Je pense qu'il va nous falloir terminer la séance maintenant. Donc, si vous avez des questions en sus, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Merci de vous envoyer un courriel qui est à la fin de notre présentation et nous vous remercions.